Bien, alors on va continuer notre voyage en Europe et on va passer après Hambourg par Rome. Et donc, je voudrais vous présenter cette étude, les résultats de l'étude, alors qu'on trouve dans la revue que vous avez reçue dans le dossier. Et d'ailleurs, Michel, toi aussi, non? Je pense. Tout le monde ne l'a pas reçu, on n'avait pas assez d'argent pour que tout le monde l'ait. Voilà, enfin ceux qui ont la revue, je développe ce que je vous présente en quelques minutes, cette étude dans l'ouvrage. C'est pour ça que j'ai appelé ça une étude exploratoire, parce qu'il faut encore y travailler. Et j'ai profité d'un double contexte. D'une part, comme Michel, c'était cette initiative d'excellence qui portait sur la participation et les oppositions aux villes candidates européennes aux Jeux Olympiques. Et en même temps, j'ai été, en début d'année, professeur invité à l'Université de Bologne, où j'ai travaillé avec des chercheurs italiens. Et d'autant plus que Bologne est la ville d'une personne dont je veux vous parler, c'est Pasolini par la suite. Alors, je propose dans cette communication une comparaison entre Rome 1960. Alors, il faut savoir que les JO de Rome en 60, ce sont des JO qui ont marqué l'histoire de l'olympisme. Ce sont des JO qui ont lieu en Italie, qui est marqué par une sorte de miracle économique dans les années 60. L'Italie sort du fascisme, mais sort aussi, se développe. Il y a un développement économique incroyable, tout en restant dans des institutions un peu archaïques. Il y a la mafia toujours, il y a le Vatican, il y a des institutions très conservatrices. Mais en tout cas, Rome 60, c'est important parce que l'Italie, d'une part, les JO ont été diffusés dans toute l'Europe ça marche plus. D'une part, ces JO ont été diffusés dans toute l'Europe en direct et aussi dans d'autres continents en différé. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'Italie a terminé 3e des Jeux Olympiques en nombre de médailles, après les États-Unis et l'URSS qui a terminé 1re. La France, à l'époque, je ne sais pas si certains vous le savez sûrement, a terminé 25e en nombre de médailles en 1960. Et ça a beaucoup joué, beaucoup dit, ça a joué, ça a eu un impact sur la politique sportive en France, parce que depuis les JO de 60, en France, on a lancé des vastes plans de développement d'une nouvelle politique sportive. Par exemple, l'éducation physique, c'est sportivisé, on dit entre guillemets, à partir des années 60. Il fallait faire du sport à tous les étages dans la nation française pour gagner des médailles. C'était la fameuse politique gaullienne du sport. Bon, donc les JO de Rome, c'est important. Et ce que moi j'ai essayé de faire, c'est d'étudier les formes de contestation plutôt locales des Jeux Olympiques, d'une part en 1960 et d'autre part en 2015-2016, puisque Rome était candidate aux Jeux Olympiques de 2028. C'était l'une des villes, avec Hambourg, qui était en 2024, qui était candidate. Donc j'ai étudié les formes de contestation, et on verra qu'en 1960, c'est compliqué. Il faut aller travailler sur les archives pour savoir, est-ce qu'il y a... Je ne parle pas des appels à boycott, je parle des contestations locales. Est-ce que les habitants étaient pour ou contre l'organisation des JO dans leur ville ? Et c'est très compliqué, et après je vous dirai que j'ai quand même trouvé quelqu'un qui s'est pas mal exprimé sur la question. Voilà, donc j'ai travaillé sur la différence de nature de la contestation en 2024 et en 1960. Il y a peu de travaux. Les seules traces que j'ai pu trouver de la critique des Jeux Olympiques de Rome, ce sont des écrits, des chroniques, en italien évidemment, d'un intellectuel qui s'appelle Pierpaolo Pasolini, qui est quelqu'un qui est assez connu pour les gens de ma génération, peut-être moins pour les jeunes. Il a fait des films, il a écrit beaucoup de romans, on verra ça par la suite, mais il était très sportif. C'était un intellectuel, alors qu'il était proche de la gauche du PC italien, où les intellectuels étaient contre le sport en général. Lui, c'était un intellectuel qui défendait le sport et en même temps, il pratiquait le football. On verra après, il y a plein d'images sur Pasolini qui joue au football. Et puis je vais comparer l'opposition à la candidature des JO de 2000. La candidature, c'était entre 2015 et 2016. Il y a eu un mouvement d'opposition politique cette fois-ci à Rome. C'est le mouvement des 5 étoiles, Cinque Stelle, qui est un mouvement plutôt populiste, qui naît dans les années 2009-2010, et je vais en parler par la suite. Et c'est par l'effet de ce mouvement politique qui va gagner les élections municipales à Rome en 2016 que Rome retire sa candidature. Donc c'est pas un mouvement d'opposition locale, c'est
une campagne avec en ligne de mire et en sujet principal de la campagne la candidature de Rome aux élections municipales. Donc c'est une contestation. Voilà, donc ce que je vais vous développer dans cette présentation, c'est d'une part la critique d'un intellectuel subversif, on verra. C'est une critique des Jeux Olympiques, alors même qu'il participe aux Jeux Olympiques. Donc il est à l'intérieur, il fait œuvre d'anthropologie, et il y a plein d'écrits que j'ai pu lire qui montrent la manière dont il critique les JO. Il trouve que c'est trop élitiste, que ce qu'il voit dans le stade, dans les compétitions, c'est pas ce qu'il voit sur les stades de football en général, parce que les stades de football, pour lui, c'est la vraie vie. Mais dans les JO, c'est trop policé, euphémisé, on crie pas. Voilà, donc, et en même temps, il trouve aussi qu'il y a l'exclusion des classes populaires. Et ça, je vais revenir par la suite, parce qu'il est en avance sur son temps. Actuellement, on a un souci d'intégrer, d'inclure tout le monde, alors que ce n'était pas le cas en 1960. C'est vraiment une élite qui participe en tant que spectateur. Et ensuite, en 2015, c'est ce mouvement d'opposition politique qui est le mouvement des 5 étoiles. Alors, le premier cas, en quelques minutes, mais si ça vous intéresse, dans mon écrit, hein, je développe... faire la chronique d'une critique des JO de Rome de 1960. Alors, j'ai lu aussi les scritti corsaires et les écrits corsaires de Pier Pasolini, mais ce qui est intéressant, je vous ai montré l'image parce que il se met souvent en scène en train de jouer au football. Et il joue au football souvent dans les quartiers populaires. Il faut savoir qu'en 1960, c'est une période de plein développement économique à Rome. Rome est bouleversée, et notamment à l'occasion des Jeux Olympiques, se créent ces banlieues qu'on appelle les borgate ou les périphéries. On ne dit pas banlieue parce que banlieue c'est français, mais on dit les périphéries ou les bourgades. Et on le voit jouer au football avec les exclus, ces gens qui vivent dans la banlieue romaine. Pasolini, c'est surtout un cinéaste aussi, un réalisateur. Il écrit plein de films. Peut-être certains ont vu Mama Rome, hein, peut-être qui est très connu. Mais voilà, c'est des films qui datent des années 60, hein, fin des années 50, 60. Et après, parce qu'il meurt en 1975, mais assassiné. Et c'est aussi un écrivain qui a écrit plus de 32 livres. Donc c'est quelqu'un de très connu en Italie, un peu moins en France, mais de très connu. Il a dit il a beaucoup parlé du sport. Il a dit que le sport, c'est un phénomène de civilisation tellement important qu'il ne devrait être ni ignoré ni négligé par la classe dirigeante et les intellectuels. Donc, il ne critique pas le sport comme, je ne sais pas, par exemple, en France, Jean-Marie Brome, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui fait une critique de l'essence même du sport de compétition, mais c'est quelqu'un qui croit il est passionné de sport, mais il fait une critique des Jeux Olympiques parce qu'il trouve que c'est trop élitiste. Mais il pense que les intellectuels devraient s'attarder à ça. Ça, c'est Pasolini qui joue au football. On le voit encore dans les banlieues romaines qui sont en pleine construction. Je rappelle qu'en 1960 se construit l'aéroport Fiumicino à Rome, à l'occasion des Jeux Olympiques. Mais on exproprie, on en a parlé ce matin, mais on exproprie aussi des gens qui vivent dans ces banlieues, c'est des fermiers, pour construire les nouvelles banlieues. Voilà. Alors pourquoi Pasolini écrit sur les Jeux Olympiques ? Parce qu'une revue qui s'appelle Vie Nuove, la vie nouvelle, ou les chemins nouveaux, enfin, proche du Parti communiste italien. Donc c'est une revue qui le charge de faire des chroniques des JO, donc de parler des JO, de faire l'analyse des JO et de publier des chroniques. Et donc on le laisse libre cours, il écrit sur les Jeux Olympiques. Pour Pasolini, quand on lit ses chroniques, il dit que les habitants des banlieues de Rome sont les oubliés de la fête olympique. C'est trop cher. Ils ne peuvent pas suivre le spectacle sportif. Et il qualifie les Jeux Olympiques de spectacle bourgeois et il dénonce la mise à l'écart des classes populaires. Quand il rentre pour la première fois au Stadio Olimpico, qui est le grand stade, l'un des plus grands stades au monde d'ailleurs, qui accueille les cérémonies d'ouverture et certaines compétitions, il dit qu'il se sent totalement étranger alors qu'il est romain, mais il se sent étranger parmi un public d'étrangers au sein d'un lieu qu'il est pourtant familier. Il connaît bien Rome, il connaît bien les stades, mais il se sent complètement étranger parce que le public, c'est pas le public des Romains tel qu'ils les connaissent, c'est-à-dire les classes populaires, les classes des banlieues.
Et il souligne l'élitisme et le manque de spontanéité de ce public qui est beaucoup trop international pour lui. Pour terminer sur Pasolini, parce que je n'ai pas le temps de développer, mais ce qu'il dit, c'est que ces exclus, ces classes populaires des banlieues, comme elles ne peuvent pas venir, ces classes, elles ne peuvent pas venir aux Jeux Olympiques, il va amener les athlètes dans les banlieues. Et donc, quelque chose d'assez incroyable, il va faire venir des athlètes soviétiques, parce qu'il est proche du Parti communiste italien, donc il prend des athlètes, il les invite à venir dans les banlieues, et puis ils vont faire la fête avec des banlieusards, des classes populaires, dans un bidonville romain. Et en conclusion, pour terminer sur Pasolini, ce qu'il dit, c'est qu'avant tout, ces jeux sont destinés à contenir les révoltes populaires, donc il est dans la fameuse opium du peuple. Ce qui est assez intéressant, c'est que plus de 50 ans après, le mouvement 5 étoiles, un mouvement populiste, reprend ce qu'a dit Pasolini, et notamment l'un des leaders de ce mouvement politique qui va gagner les élections à Rome, on verra en 2016, Beppe Grillo, qui est le leader national du mouvement 5 étoiles. Il va publier sur son blog une tribune qui dit « Les Jeux à Rome, non merci, les JO sont utilisés pour hypothéquer l'avenir des jeunes qui doivent faire face à la dette de Rome, et comme une puissante arme de distraction massive. » Donc il reprend l'argumentaire, sans le citer, de Pasolini. Donc pour faire ce bond maintenant de 50 ans après, voir comment se déroule cette critique des JO de Rome par le mouvement 5 étoiles aux élections romaines de Rome en 2016. Cette contestation, c'est un fait politique total, c'est-à-dire ce qu'on voit à Rome montre le poids des enjeux locaux dans la prise de décision de l'organisation d'un méga événement sportif, le rôle d'un nouvel acteur dans le jeu politique, parce que le mouvement 5 étoiles n'existait pas avant 2009. L'organisation des Jeux Olympiques devient un sujet de campagne, et puis on voit aussi le rôle très important des réseaux sociaux mis en avant par le mouvement 5 étoiles. Alors, j'ai enquêté à Rome, je suis allé enquêter auprès du mouvement 5 étoiles, j'ai rencontré des élus, notamment l'adjoint en sport du mouvement 5 étoiles. J'ai aussi rencontré les membres du comité olympique italien sur place. J'ai analysé aussi les médias, voir comment se positionne la presse sportive et la presse nationale, ainsi que les réseaux sociaux. Le fait politique, alors comme Michel, à l'époque on avait fait des frises historiques, tu te souviens, avec Hugo aussi, pour voir un peu comment, bon je ne vais pas trop développer, mais on voit qu'à partir de 2015, l'Italie lance sa candidature aux Jeux Olympiques de Rome. En 2016, le mouvement 5 étoiles commence à se positionner contre les Jeux Olympiques, et on verra que ça débouche sur le retrait suite à l'accès au pouvoir de la candidate du mouvement 5 étoiles à Rome. Donc si je reviens sur cette candidature de Rome en 2014, donc c'est avant tout une décision et un soutien des élites avant tout. Le comité olympique italien ne juge pas nécessaire d'organiser un référendum. Il y a des sondages, effectivement, qui ont lieu, où on voit que les Italiens sont plutôt pour l'organisation des Jeux olympiques à Rome, et 66% des Romains sont favorables en janvier 2016. On verra qu'après, ça va changer. Ça va changer quand va commencer la campagne. Il y a eu plusieurs arguments avancés pour proposer la candidature de Rome. C'est de faire le lien entre l'héritage des JO de 60 et les Jeux Olympiques de 2024. On dit que les JO ne sont pas très coûteux. Le ministère des Transports a annoncé que tous ces travaux seraient pris en charge financièrement à Rome. Par contre, l'opposition, notamment la candidate qui s'appelle Virginia Raggi, qui a été élue maire, elle dit que les Jeux ont toujours été une sorte de rêve qui se transforme en cauchemar pour les habitants. La dette de Rome s'élève déjà à 13 milliards d'euros. La ville n'a pas encore fini de rembourser les emprunts liés aux JO de 1960. Elle vient à peine de payer les dernières traites pour les JO, pour le mondial de football de 90. Donc je la cite. Donc il y a une campagne en 2000. Ça commence avant, en 2015, mais ça se termine en 2016. Voilà, j'avance. Mais on voit que cette campagne des municipales, c'est surtout polarisé sur la question des JO. Et au deuxième tour, on a le candidat du Parti démocrate qui est au deuxième tour, qui lui défend les Jeux Olympiques.
et la candidate du mouvement 5 étoiles qui est contre les Jeux olympiques. Donc il y a toute une campagne, j'ai repris, ça c'est le candidat du Parti démocrate, Rome doit revenir aux Romains, il est pour les Jeux olympiques, il dit que grâce aux Jeux olympiques on va développer le sport dans les banlieues. Par contre, la candidate Virginia Raggi, elle dit courage, il est l'heure de changer Rome. Et elle dit, les Romains en ont marre un peu des courses d'obstacles. Ils ont les Jeux olympiques tous les jours parce qu'il y a sans cesse des travaux à Rome. Et il y a des problèmes de déchets, etc. Donc ils ont utilisé cette diapo, cette image, pour dire les Jeux olympiques, je traduis, les Romains font les Jeux olympiques tous les jours. La candidate du mouvement 5 étoiles a été élue avec 67% des voix. Le leader national de 5 étoiles, c'est là qui s'exprime sur les JO en septembre. L'adjoint qu'on voit ici, l'adjoint au sport, qui s'appelle Daniele Frongia, que j'ai rencontré, que j'ai interviewé à Rome, il a répété sans cesse non aux Jeux olympiques, non aux Jeux du béton, parce qu'il y allait avoir de nombreux travaux. Et ce qu'il dit, c'est que l'élection, en fait, c'est davantage qu'un sondage ou qu'une enquête ou qu'un référendum, c'est une consultation grandeur nature parce qu'a été mise en avant dans la campagne, en tout cas au deuxième tour, le retrait de la ville de Rome pour les Jeux olympiques. Voilà, donc j'avance. Il y a eu une bataille des réseaux sociaux et ceux qui ont gagné cette bataille des réseaux sociaux, qui était très fort, c'est le mouvement 5 étoiles, qui sont largement favorables au retrait de la candidature de Rome. On voit que ceux qui ont voté pour le mouvement 5 étoiles, c'était avant tout un public électoral très large, diversifié, qui attirait souvent les jeunes et les jeunes adultes très connectés. Voilà, donc en conclusion, le fil ténu qui lie ces deux candidatures, les JO de Rome et le projet des JO de 2024, l'une qui a eu lieu, c'est les JO, qui a été imposée par des élites, et l'autre qui a été avortée, c'est qu'il y avait des formes de contestation ou de critique de cet événement. L'une est minoritaire parce que Pasolini est bien seule à critiquer ces Jeux olympiques, elle est plutôt populaire, on va dire, elle est portée au nom du petit peuple de Rome par un intellectuel. L'autre, c'est un effet de résultat d'une élection dont la candidature au JO était l'un des sujets phares. Et donc, cette comparaison met en exergue la différence de nature de la contestation ainsi que la diversité des acteurs qui portent d'un côté un intellectuel. Et donc, sa critique n'était pas très audible, sauf par le petit peuple, et de l'autre, un mouvement plutôt politique qui s'appuie sur une large opposition citoyenne pour emporter ces élections. En critiquant l'élitisme, on voit que Pasolini est en avance sur son temps parce qu'il n'y a pas trop de critiques, il y a des appels peut-être à boycott, mais pas de critique locale. Et il reste isolé. Mais en tout cas, ça préfigure des formes de contestation qui vont émerger par la suite dans les années 2000 et qui aboutiront au retrait de la candidature de Rome en 2016. J'ai des questions pour les deux intervenants de ce matin. La première, c'est pour Michel, c'est sur la sociologie un peu. Oui, cet après-midi. Tu as dit de ce matin. Pardon. Il n'y avait pourtant pas d'alcool au repas. C'est la sociologie un peu de Hambourg. Sur ta carte, on voit très bien qu'en fait, plus on est près des sites olympiques, plus on refuse. Mais en même temps, je connais un peu Hambourg, c'est le quartier bobo par excellence. Donc il y a peut-être à regarder. Et puis ensuite, il y a une traînée qui part sur cette carte vers San Paoli, le long du port. Et là, il y a une tradition révolutionnaire, anarcho, pirate, etc. Vote pirate dans les formes récentes, mais quand on remonte au 19e siècle, c'est le vote anarcho-ouvrier, c'est-à-dire ça se raccroche un peu, si vous voulez, une comparaison, non pas au SPD classique, etc., même si le SPD, mais poum, quoi, anarcho-marxiste, et donc assez curieusement, on voit le quartier bobo, et on voit ces quartiers contestataires qui sont les plus opposés. En revanche, quand tu vas vers le nord de la ville, sur l'analyse, c'est là que, hors Alster, qui est un quartier central, tu as les quartiers les plus bourgeois, qui en général ont voté pour le maintien des Jeux à Hambourg. Alors je voulais juste savoir si vous avez travaillé un peu sur les approches très pointues sociologiques
de Hambourg et ce qu'on peut en tirer. Je peux encore ajouter 2 choses. La bande Abadher part de Hambourg. Au point de départ, c'est aussi une forme de contestation. N'oubliez pas qu'Ulrike Meinhof, elle vient de là, et qu'on peut donc aussi relier ça peut-être à une forme de protestantisme extrêmement puritain nord-allemand, qui est assez opposé à un certain nombre de ce genre de choses. Donc moi, ma question, elle est là, quoi. La sociologie, si on peut détailler vraiment un peu ces oppositions, quoi. Alors, moi, je n'ai pas détaillé cette analyse-là, mais c'est Wolfgang Menick qui a eu l'occasion de parler à plusieurs reprises dans des congrès qui ont été organisés sur les enjeux des jeux, pour dire, donc, il y a peut-être, puisque j'étais sur place, on m'a guidé, Wolfgang Menick, puis d'autres acteurs m'ont montré un petit peu que ce quartier qu'on appelle bobo, il n'est pas si bobo que ça encore, mais il est en voie de gentrification. Donc il y a les deux. Il y a beaucoup d'étudiants qui habitent là parce qu'il y a l'université pas loin, et qui ont encore des chambres à prix à peu près abordables. Et leur grande crainte, c'est qu'il y ait une explosion des prix suite à l'aménagement qui était prévu. Pour San Paoli, effectivement, c'est un quartier qui est historiquement très ancré pour la contestation. Et juste pour vous dire, je l'ai dit très rapidement, mais il y a des gros clubs hambourgeois. Alors quand je dis gros club, je ne sais pas, comment imaginer un gros club en termes de licenciés? C'est 1000 licenciés, 2000 licenciés, c'est un gros club ça. Hein. Ouais, ben là-bas, c'est un gros club, c'est 80 000 licenciés. 80 000 licenciés. Et il y en a plusieurs comme ça. Et San Paoli en est un. Ouais. Et c'est San Paoli qui s'est opposé parce qu'il y a eu, dans les 4 plus gros clubs de la ville, il y en a 2 qui se sont opposés, 2 qui ont quand même accepté. Et pourquoi ils se sont opposés? C'est le club, le San Paoli, parce qu'ils ont une tradition de contestation, et que eux, ils sont pour le sport pour tous, et non pas pour le sport pour une élite, hein, que caricaturait un petit peu les Jeux Olympiques. Et l'autre grand club, c'est Sport und Spaß. C'est une association qui avait été montée par des étudiants à la fin des années 90 pour contrer le sport olympique, enfin les sports olympiques et le sport traditionnel qui est sous la coupe des fédérations. Eux ne voulaient pas être sous la coupe des fédérations. Ils sont quand même dans ce gros ensemble DOSB que j'ai cité tout à l'heure, mais ils sont pour l'accessibilité de la pratique sportive pour tous à moindre prix. Et ils ont 80 000 participants, donc ils ont les moyens de faire des prix très bas. Et leur argument aussi, c'est de ne pas faire comme les clubs, c'est-à-dire que vous avez un entraînement toutes les semaines, à la même heure, au même endroit. Eux, ils prennent un pass et ils peuvent aller faire du sport quand ils ont le temps, quand ils peuvent, ça fait partie d'une sorte de pass d'entrée pour faire diverses activités. Et ça marche du feu de Dieu. Et donc, eux étaient contre, évidemment, puisque le sport pour tous, le vrai sport pour tous, hein, pas le sport pour tous de façade que vantent souvent les collectivités. Hein, et on sait que par ailleurs, ils soutiennent beaucoup plus le sport d'élite, mais ils ne le montrent pas. Le sport pour tous, le vrai, il est opposé un petit peu à cette idée d'élitisme olympique. Je n'ai pas eu de question. Ouais, tu n'as pas eu de question. Oui. Quelqu'un d'autre ? Dominique, je crois, avait une question. Oui, moi, ce serait plutôt pour William. C'est à propos de Pasolini. Est-ce que tu as pu mesurer l'audience de sa position ? Est-ce que le fait qu'il écrivait aussi dans une revue proche du PCI a eu une influence sur l'adhésion à sa contestation ou sur l'opposition à sa contestation, si je puis dire ? Et voilà. Est-ce que ça a diffusé cette critique chez les communistes italiens ? Et est-ce que tu as pu mesurer ça par la presse ou autre ? Ça marche. Non. Écoute, non, j'ai pas pu mesurer la réception de ce qu'a dit Pasolini, mais ça reste ultra minoritaire, et ça n'était pas partagé par les communistes italiens à l'époque, qui étaient plutôt favorables, enfin qui ne critiquaient pas forcément les Jeux Olympiques. Donc non, j'ai pas pu mesurer ça, mais sa contestation, elle était audible dans un cercle très restreint, et en tout cas. Plus du côté de ces classes populaires qu'il fréquentait lui, parce qu'il habitait dans ces quartiers au début de son installation à Rome. Mais non, ça, très peu. En fait,
cette revue est très peu lue, quoi. D'ailleurs, j'ai eu du mal à trouver. Et puis parce que la personne qui m'a mis sur les rails pour me dire il faut lire cette revue, c'est l'ancien président du comité olympique italien. Je ne sais plus son nom en tête, que j'ai rencontré à un repas et qui m'a dit mais il faut que tu lises absolument les chroniques de Pasolini parce que c'est un des seuls qui a critiqué les JO de Rome. Donc c'était très compliqué d'accéder aux archives. Donc j'en sais pas plus. Non, j'ai pas fait une étude d'audience. Juste peut-être sur les rapports du Parti communiste avec le sport et l'olympisme. On peut citer la thèse d'Igor Martinache, qui a une excellente thèse sur justement ce rapport ambigu entre l'élitisme sportif des Jeux olympiques. Et les communistes, la plupart du temps, ont accepté quand même cette idée olympique et ont contribué à ça. S'il vous plaît, on sait pour quel motif Pasolini a été assassiné? C'est lié à ça ou pas? Alors, il y a une controverse actuellement. C'est un assassinat assez sordide. Il est assassiné dans une banlieue à Rome, écrasé par une voiture. Enfin, bon, c'est assez sordide. Mais on ne sait pas trop. Il était homosexuel et on pense que c'est un règlement de compte. Entre personnes, mais en même temps on soupçonne que la mafia est intervenue parce qu'il allait révéler des choses aussi et que le gouvernement, enfin c'était quel gouvernement à l'époque C'est un gouvernement DC. Oui, c'est un gouvernement démocrate chrétien. Je me demande si c'est pas Femme Fanny, mais je suis plus sûr. Oui, mais voilà, donc on ne sait pas trop, il y a des controverses, on en a beaucoup parlé là, parce qu'on a fêté la commémoration du décès de Pasolini, c'était l'an dernier. Mais non, voilà. Ça vous intéresse? Ouais, ça m'aurait intéressé. Ouais. Non, mais j'en sais pas plus. Oui, Daphné, je crois, avait... Oui, volontiers. Rapidement, pour rebondir sur ce qu'a dit Michel sur les clubs sportifs allemands, quand on voit l'histoire alors justement du sport, mais plus largement des activités physiques, on ne comprend pas tout à fait la même chose sous le vocable de sport, parce que justement en Allemagne, il y a une tradition du Spaß et du Spiel, donc du divertissement et du jeu, qui remonte au philanthrope à la limite. Alors, l'éducation du corps qui est beaucoup plus large, donc c'est finalement assez classique, ce club sportif qui propose pas du sport fédéral comme nous on l'entend en France. Et souvent, voilà, quand on travaille au niveau international, et notamment sur l'Allemagne, il y a ce décalage parce que Sport, de nos jours en Allemagne, ça veut aussi dire éducation physique, par exemple, dans les écoles. Et donc voilà, donc il y a tout un ensemble d'activités que l'on retrouve actuellement sous le terme de sport. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que à l'époque qui précède le référendum, il y avait une polémique assez vive parmi les clubs fédérés, quasiment tous fédérés. D'ailleurs, Sport und Spaß était aussi fédéré et avait remis en question, parce qu'il faut payer très cher son adhésion à la fédération. Et la critique était sur le fait qu'on paye très cher cette cotisation, mais on n'a rien en retour, puisque tout est, enfin pas tout, mais énormément est investi pour l'élite. Or, pour une association comme Sport und Spaß, l'élite, elle n'existe pas. Donc ils n'ont aucun retour, ils doivent payer des cotisations. Et je ne sais plus si ils ont réussi à quitter, parce que c'était quand même un défi de quitter la fameuse, la grosse DOSB. Donc voilà, il y avait une polémique en tout cas sur ce coût exorbitant de l'affiliation fédérale. Du coup, moi j'avais une question pour vous, Monsieur Quebel. Est-ce que vous savez pourquoi l'idée du référendum du coup n'a pas été utilisée pour les Jeux de Paris? Et est-ce que vous savez si une enquête, peut-être après les Jeux, sera menée pour savoir si les Parisiens ont été satisfaits ou pas? Parce que quand on voit les mesures, notamment pour les logements des étudiants et tout, je pense qu'on peut se poser la question de s'il y avait eu un référendum, est-ce que les Jeux de Paris auraient eu lieu ou pas? Alors, je suis persuadé à presque 100% que les organisateurs des Jeux ne feront pas d'enquête pour savoir si les Parisiens ont été contents ou pas. Et ça, cette idée, elle est aussi sur l'économie. Vladimir Andreev, que j'ai interviewé et qui est dans la revue aussi, un gros article parce que j'ai retranscrit nos entretiens, il dit que les études d'impact économique qui sont faites avant les Jeux sont pléthores, sont très renseignées, etc. On dit on va avoir des retombées de 10 milliards, de 8 milliards, de 3 milliards, je ne sais pas combien.
Mais les études après, pour savoir si c'est vrai, ben, une fois que tout le monde s'est rempli les poches grâce à ce méga événement sportif, on ne trouve plus d'argent pour faire des études. C'est terminé. Alors, peut-être que des étudiants pourraient faire une étude auprès des Parisiens, ce serait une bonne idée, parce que sinon, il n'y aura pas d'argent pour faire ça. Ça, c'est ce que je peux répondre. C'est bon. J'y vais. Oui. Mais c'était une question que je n'avais pas pu poser avant à William, et j'en profite. C'est la nature de la filiation intellectuelle entre Pasolini et Virginia Raggi. Je ne sais pas si on peut dire que Pasolini conduit à Raggi, parce que ce n'est pas du tout pour moi le même type d'opposition au jeu. Le premier n'est pas contre les jeux, simplement il décrit ce que pourraient être des jeux idéaux dans l'absolu. Les classes nouvelles, les classes populaires, qu'est-ce qu'on fait, rencontre avec des athlètes. La seconde, elle est quand même dans une logique complètement populiste, quoi. Il est question, ça nous embête, il y a des travaux à Rome, on paye, etc. C'est des arguments que, parce que j'ai pas lu, hein, donc je te fais entièrement confiance, que je vois pas venir dans ce que tu nous as dit sur Pasolini. Donc, est-ce qu'on peut pas, à partir de là, essayer de catégoriser les différentes formes d'opposition au jeu ? Non, mais tu as raison, mais j'ai pas dit qu'il y a vraiment un fil conducteur. J'essaie de savoir comment se traduisaient des critiques vis-à-vis des Jeux Olympiques dans une même ville. Il n'y a pas de lien, sauf le fait que le leader Beppe Carrillo dit à un moment, il dit le sport c'est une sorte d'opium du peuple, hein, une arme de distraction massive, il dit. Et que Pasolini le dit aussi, il le dit même à un moment, les jeux c'est du pain et du cirque, pour faire référence à l'Antiquité. Mais Pasolini, tu as raison, c'est une position intellectuelle. Lui, il a une image des valeurs du sport qu'il défend, et il défend un sport populaire, primitif, où les émotions s'expriment, quelque chose de très pur. Il est dans la pureté du sport. Donc c'est un défenseur du sport, hein, des valeurs du sport. Lui-même, c'est un sportif, il écrit sur le sport, donc il n'est pas critique, alors que Virginia Raggi, c'est plutôt instrumentaliser les Jeux Olympiques pour en faire un objet de campagne, en sachant que ça allait toucher les Romains, puisque les questions d'aménagement urbain, on sait que ça touchait beaucoup les Romains, et donc elle a utilisé ça. Donc il n'y a pas une filiation, tant plus que Pasolini est proche du Parti communiste, même si c'est un compagnon, il n'est pas à l'intérieur, quoi. Il est assez critique, hein, vis-à-vis du Parti communiste. Mais Pasolini, en lui-même, c'est une série de tensions, de contradictions qu'il porte, quoi. Il est catholique, mais il est très critique vis-à-vis du Vatican. Il est communiste, mais il est très critique vis-à-vis du Parti communiste. C'est quelqu'un d'assez sulfureux. Comme on disait dans les années 60. Comment ? C'est un catho-communiste. Voilà, c'est ça, c'est un catho-communiste. Tout à fait. Alors que le mouvement populiste 5 étoiles, c'est un mouvement qui se revendique de la gauche quand même au départ. Hein, au départ, mais qui ensuite fait alliance avec la droite par la suite, parce qu'ils sont pour la gratuité du Wi-Fi. Enfin, c'est ça dans leur programme. Les 5 étoiles, c'est 5 priorités. C'est ça, 5 étoiles, dont la gestion publique des déchets. Ils sont très écolos. Ils sont pour le Wi-Fi gratuit partout en Italie. Enfin, mais donc, il n'y a pas de lien. Donc, tu as raison, il n'y a pas de lien direct. Hein, c'est une forme de contestation. Enfin, la nature de cette contestation est totalement différente. Tout à fait. Des questions. Oui. Alors, c'était un peu pour rebondir sur la question qui a été posée précédemment. Hein. Moi, en venant d'une administration qui s'occupe de la jeunesse et des sports, je crois qu'un référendum pré-Jeux Olympiques ou post-Jeux Olympiques, un référendum d'évaluation, il est complètement exclu pour une affaire tout à fait objective et stratégique. C'est que le sport de compétition, en France, hein, puis depuis 1960, comme ça a été rappelé, après l'échec des Jeux de Rome, c'est une affaire d'État, au sens propre du terme. Hein. Et l'objectif a été bien fixé, c'est de dire que la France soit en termes de médailles dans le top 5, voire le top 6, parce qu'on pense que les chances sont augmentées en organisant localement les Jeux. À partir de là, je pense personnellement que c'est l'affirmation très forte d'une politique publique qu'il est difficile de contester par des voies, quelles qu'elles soient, citoyennes ou officieuses ou officielles. Juste pour compléter, j'ai oublié de répondre en fait à la question. Pas de référendum en France pour les Jeux, aussi pour une autre raison,
c'est que les derniers référendums, c'était une catastrophe pour les gouvernants qui les ont organisés. On répond jamais à la question. Par exemple, en 2005, tu veux dire entre autres. Je peux poser une question? Ouais, ouais. Oui, j'avais une question pour chacun de vous deux. Peut-être ça m'a échappé, Michel, dans ta présentation. Est-ce que tu as parlé du taux de participation à ce référendum et des résultats, tout simplement, du référendum? Ça, c'était une question. Et puis pour William, est-ce qu'il y avait, finalement, est-ce que le sport n'a pas été pris comme objet secondaire périphérique par le mouvement 5 étoiles pour éviter, en stratégie électorale, quoi, pour éviter des sujets, on va dire, plus de fond ou plus problématiques? Alors très vite, pour les référendums à Hambourg, c'est une tradition, il y en a régulièrement. Hein. On pense un peu à la Suisse, hein. Peut-être pas autant, mais il y a beaucoup de référendums et il n'y a pas beaucoup de participation, il y a 20%. Il y en a un qui a eu lieu sur le statut de l'école publique, un truc comme ça. C'était 30%, ils étaient super contents. Celui-là, plus de 50% de participation. Donc c'était vraiment le référendum qui a eu le plus mobilisé les gens. Et le résultat, c'est 54% contre. Mais la veille, je crois le jour même, il y avait encore un sondage qui est paru qui donnait le oui gagnant. C'était vraiment au dernier moment que les gens ont pensé à leur portefeuille, entre autres. Et j'ai aussi dit récemment à la conférence à Libry-Kléber, c'est que ils ont vu des politiques s'allier à des grands groupes économiques, à la très forte chambre du commerce là-bas, et tous étaient d'accord, les médias étaient d'accord, et donc les gens là-bas, ils se méfient quand tous les puissants sont d'accord, ils se disent, il y a anguille sous roche. Et donc ils se méfient, et ils ont aussi voté contre à cause de ça. C'est des interprétations. Hein. Oui, rapidement pour répondre à ta question, oui, clairement c'est une opportunité dans une perspective électoraliste, parce que le mouvement 5 étoiles, en plus, n'est pas contre le sport ou les JO, à tel point qu'à Turin, la ville était, comment dire, c'est une mairie, ça a été une mairie 5 étoiles qui voulait déposer une candidature pour les JO d'hiver à Turin. Donc dans certaines villes, le mouvement 5 étoiles est pro-JO. Et dans d'autres villes où on sait que ça permet de gagner les élections, le mouvement était contre les JO. Donc effectivement, c'est une instrumentalisation. C'est devenu un sujet de campagne parce qu'on savait que ça allait toucher les Romains et qu'il fallait insister là-dessus. Donc on arrête là pour ces deux présentations. On vous propose de faire 15 minutes... On prend une dernière question. Il y a une dernière question. La dernière. Oui, non. Patrick. Merci pour vos interventions. Sur la question du référendum dans la charte olympique, ça date de quand? Donc, c'est pas la charte, c'est dans le truc de candidature, dans voilà, le c'est pas dossier dans de candidature, ça date de 2001. Je suis remonté un an après, sur le site, pour retrouver cette même phrase, et c'est à partir de 2001. Michel, il faut des sondages quand même, enfin ça c'est indiqué. Ouais, mais le sondage c'est le minimum, mais c'est un des nombreux points de l'ensemble d'une candidature, donc c'est pas un point crucial non plus. Mais en tout cas, c'est apparu en 2001. C'est intéressant du fonctionnement du CIO. Ça renvoie à ce que j'évoquais ce matin, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une pression sociale ou associative, le CIO intègre cela. Et donc, c'est pas encore dans la charte, hein, parce que j'ai revérifié encore, mais ce sont les documents d'accompagnement de candidature, effectivement, en réaction au référendum perdu précédemment. Donc, ils ont bien conscience qu'il faut déminer le terrain pour avoir une sorte d'assentiment de la population. Et dans le cas français, on savait très bien que les Parisiens voteraient contre. Voilà, donc il était hors de question de risquer cela. Et le CIO était dans une phase de survie, où il fallait absolument donner les jeux à deux pays en même temps, c'est ce qu'il a fait, la France et les États-Unis. Et c'était essentiel pour lui. Sinon, concernant toutes vos enquêtes, je trouve ça tout à fait stimulant. Moi, ce que j'y vois en termes d'histoire politique ou de sociologie politique, c'est une grille de lecture pour essayer de percevoir le rapport que les partis politiques et les hommes politiques ont avec ce qu'on appelait autrefois le peuple. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression, au travers de ces émergences contestataires, que les gens, ils ne sont pas consultés, ils ne sont pas entendus. Et donc, il y a des sortes de pulsions qui s'expriment dans le rejet des propositions olympiques,
Et je trouve ça très intéressant et ça fait écho dans notre actualité aujourd'hui politique. C'est-à-dire qu'il y a un refus ou une incapacité des élites dirigeantes à entendre les revendications populaires, que ce soit un prétexte ou pas d'ailleurs. Mais ça pose un problème. Et donc pour moi, c'est intéressant en termes de l'évaluation démocratique du fonctionnement des sociétés, en négatif des lectures auxquelles j'adhère. Hein. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Juste très rapidement, quand tu dis que souvent c'est parce qu'il y a des influences extérieures que le CIO s'adapte, se développe, etc. Moi j'ai présenté mon travail au comité olympique italien. Ils ont trouvé ça intéressant. À l'intérieur de l'institution, ils se sont dit, tiens, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on s'attarde davantage à tenir compte la vie du peuple, entre guillemets. Hein. Mais ils m'ont avoué ça. Oui, mais parce qu'ils sont dans une logique de diminuer le terrain. En France, par exemple, le CIO ne voulait pas donner les JO à la France pour une simple et bonne raison. C'est parce que c'est trop étatisé, ça se lit dans toutes les archives du CIO, c'est ce que vous disiez, monsieur, et ça effraie le CIO. À la fois, c'est une garantie d'organisation, mais ce qui les effraie, c'est que le gouvernement français, la tradition française de l'État, c'est une tradition d'intrusion dans le champ sportif. Par exemple, la réglementation du travail, voilà. Et le CIO a déminé tout cela par une charte sociale. C'est la première fois dans l'histoire du JO qu'il y a une charte sociale qui est signée par les grandes confédérations syndicales pour éviter des grèves pendant les JO. Voyez ? Et donc, c'est la modalité de fonctionnement. Et le CIO apprend très bien la démocratie. Il faut juste lui envoyer des signaux et puis petit à petit, il fait des progrès. Voilà. Et les référendums, c'est ça. Et si vous regardez le référendum qui a été fait auprès des athlètes pour savoir est-ce que vous êtes d'accord pour avoir un peu, alors la question n'était pas posée comme ça, mais pour avoir davantage de liberté de parole, le résultat c'était que les athlètes ont répondu non. Mais quand on regarde, parce qu'un référendum c'est une question aussi, c'est plusieurs questions souvent, comment les questions sont posées. Le questionnaire a été fabriqué pour que les athlètes ne souhaitent pas avoir davantage de liberté de parole. Et c'est ce qu'ils ont répondu. Et la commission des athlètes, que ce soit au niveau français ou au niveau international, elle a ce rôle-là, d'étouffer la parole des athlètes. Parce qu'on ne connaît pas une seule intervention de ces commissions d'athlètes contraire aux institutions sportives. C'est que donc elles sont des chambres d'enregistrement. Et comment est-ce que c'est possible ? Parce qu'elles sont recrutées pour se taire, au final. C'est la neutralité du sport.